Que voyons-nous dans l'ombre en photographie? Il me faut sans doute rappeler ici les principes de la photographie que nous avons tendance à oublier, tant ce médium est omniprésent dans notre quotidien et même maintenant dans l'art où il a remplacé parfois la peinture. C'est précisément par rapport au mode de représentation antérieur que la photographie s'est singularisée lors de son invention au milieu du XIXe siècle, en 1839 très exactement. À la différence de la peinture ou du dessin, l'image photographique procède d'impacts de lumière sur une surface sensible. Je dirais même de la comptabilisation de quantités lumineuses sur cette surface, des quantités qui rendent compte de l'état lumineux réel de l'espace photographié. Pendant plus d'un siècle, la photographie fut monochromatique. Elle n'est concernée que par ces quantités de lumière que l'on appelle des valeurs. Et elle ne peut se réaliser qu'avec ces valeurs, du clair au sombre. Par conséquent, a priori, une photographie n'est faite que de variations de lumière, du clair au sombre, ce que l'on traduit en disant « elle est faite de lumière et d'ombre ». Le processus photographique, qui est mis en action à chaque fois que nous faisons une photographie, une photo, enregistre, rend pérenne ces gradations de lumière. On dit qu'il les enregistre. L'ombre est donc, en photographie, une donnée immédiate, obligatoire et intangible du processus photographique lui-même. Quelque chose à quoi on ne peut échapper. Sans ombre, il n'y aurait pas de photographie. Pour un peintre classique, rappelons-le, nous l'avons vu ce matin, en particulier avec M. Stoichita, l'ombre ressortit de ses choix personnels, des choix personnels du peintre, et de son habileté dans la représentation de l'espace. Le peintre peut s'en affranchir. Le photographe doit traiter avec l'ombre. C'est donc ce qu'il fera. Du moins, s'il est un professionnel. À vrai dire, on peut très bien faire de la photographie sans se préoccuper de l'ombre. Elle sera là de toute façon, mais c'est à ses risques et périls. À un certain âge, la photographie a été régie par la production d'un négatif qui permet ensuite, par inversion, d'obtenir un positif. Or, le négatif est lui-même une inversion. Il est la transformation de toute quantité de lumière extérieure en quelque chose de sombre. Il est la transformation de lumière en ombre. Le négatif photographique est l'ombre des lumières d'un espace photographié. Et l'inventeur William Henry Fox Talbot, inventeur lui-même du procédé que nous appelons négatif-positif, par lequel on passe par un négatif pour obtenir une image définitive, Fox Talbot donne par conséquent le nom de skiagraphie, écriture de l'ombre, à son invention en 1835, avant même d'opter plus tard, en 1840, pour le nom photographie. Ce qui le frappe dans le procédé totalement nouveau qu'il vient d'inventer et qui le surprend beaucoup, c'est la production d'ombre là où on attend de la lumière. Et il accompagne sa découverte de cette réflexion. Ici, en anglais, dans le texte original, en français, dans le procédé photogénique ou skiagraphique, il lui donne deux noms, photogénique ou skiagraphique, skia voulant dire ombre. Si le papier est transparent, le premier dessin, il appelle ce qu'il obtient des dessins, comment peut-il faire autrement? Ça n'a pas de nom. Le premier dessin peut servir comme objet pour produire un second dessin dans lequel les lumières et les ombres seront inversées. Une seconde inversion, par conséquent, celle du négatif papier transparent, va provoquer à nouveau le passage de l'ombre à la lumière. Et c'est ce qu'on appelle un tirage positif. Dans l'ordre naturel des choses lumineuses, les lumières correspondent à des zones claires, les
les ombres à des zones sombres, le négatif, le positif. Image définitive qui va régir toute l'histoire de la photographie jusqu'à la fin du XXe siècle. La photographie primitive, celle qu'on appelle primitive des années 1840 et de la première décennie 1850, qui n'utilise que le négatif papier, la technique de Talbot. Cette photographie primitive, ici représentée par Henri Le Sec, est très impliquée dans la photographie de l'ombre et parfois même hantée par cette question de la présence, de l'omniprésence de l'ombre dans le procédé photographique, qu'il s'agisse du négatif ou du positif. Mais nous n'aurions pas encore cerné les particularités de la photographie si nous ne disions que l'image photographique est un objet perceptif singulier. L'image photographique est une image soumise à notre perception oculaire, comme toutes les images, mais c'est une image dont nous savons, même intuitivement, qu'elle est dans un rapport de ressemblance avec notre système perceptif visuel, formé de nos yeux et de notre cerveau, dont M. Casati parlait ce matin. D'abord parce que la lumière est l'agent commun de la vision et de la photographie, et parce que le modèle optique de l'appareil photographique et de l'œil est similaire. Nous savons que la photographie, toute photographie, a enregistré plus ou moins ce que nous aurions perçu avec nos yeux si nous avions été présents sur la scène photographiée, hormis la couleur et la troisième dimension. Mais elle enregistre bien les gradations relatives de lumière et d'ombre in situ. Cela a une conséquence décisive sur la perception des photographies. Nous rapportons toute photographie à notre système perceptif oculaire, c'est-à-dire que nous cherchons à reconnaître et identifier dans une photographie, dans toute photographie, ce que nous aurions perçu si nous avions été à la place de l'appareil photographique. Nous regardons toute photographie comme si nous étions à cette place et nous cherchons à restituer l'espace tridimensionnel originel, l'éclairage originel, à partir des seules données d'ombre et de lumière qui sont contenues dans la photographie. La compréhension des photographies passe par la compréhension des ombres. Mais plus encore, c'est notre système perceptif qui doit décider de ce qui est ombre. La photographie ne rend compte que de quantités lumineuses relatives. Elle ne connaît pas les formes. C'est notre système visuel qui reconnaît des formes dans l'image. Le statut d'ombre est défini par la perception oculaire, par notre perception. Ceci dit, il existe deux sortes d'ombre. L'ombre portée, qui se trouve sur un objet, sur un volume, à l'opposé de la source lumineuse et nous permet d'appréhender visuellement ce volume. Et l'ombre projetée, dont nous parlait M. Stoichita ce matin, projetée par un objet, interception de la lumière par cet objet, projetée sur un plan, par exemple sur le sol. Mais si la photographie est bien faite d'ombre et de lumière agencées dans un ordre défini par la situation des objets dans l'espace et par l'éclairage, l'art du photographe, l'art au sens très large, qui consiste à élaborer une photographie intentionnelle, passe par la gestion des ombres. Un opérateur photographique, une personne qui manie simplement un appareil photographique, n'est vraiment un photographe, entre guillemets, un photographe, que s'il gère cette question de l'ombre et qu'il joue par avance de la perception de l'ombre dans ce qui deviendra image photographique. S'il ne le fait pas, ce n'est pas très grave. Il sera ce qu'on appelle un amateur, position qui n'est toutefois pas moins intéressante à l'égard de la perception. Une photographie, qu'elle soit de professionnel ou d'amateur,
bien faite ou mal faite, est toujours une photographie, et elle peut nous apprendre quelque chose sur notre rapport perceptif à l'ombre. Les photographies de professionnels ne nous apprennent pas plus que les photographies d'amateurs, et ici, je vous montrerai autant de photographies d'art ou de photographies de grands photographes que de photographies de simples amateurs dont je ne connais même pas le nom. Car in fine, c'est le regardeur que nous sommes individuellement qui va devoir se débrouiller avec le système des ombres que forme une photographie. C'est le regard qui cherche à restituer les raisons de l'ombre, de ce défaut local de lumière qu'il identifie comme ombre, à condition d'abord qu'il l'ait identifié comme ombre. C'est le regardeur qui interprète les ombres en fonction des acquis de sa propre vision, des principes intuitifs de la vision. Et c'est le regardeur qui juge à partir de là des intentions artistiques par exemple, du photographe. Car si intention il y a, le photographe aura tenu compte des ombres. Il pourrait même, dans le cas de Cartier-Bresson, élaborer sa photographie à partir des seules ombres, ou même à partir d'une seule ombre. Beaucoup de photographies de Cartier-Bresson sont construites instantanément dans la saisie sur une structure géométrique simple et forte, en ajoutant à cette structure quelques éléments fortuits, des présences humaines en général, qui font contrepoint à cette structure. Ici, ce sera presque uniquement la grande structure indéterminée de l'ombre au sol. Que voyons-nous dans l'ombre lorsque nous regardons une photographie? Mais la plupart des ombres ne sont pas une absence totale de lumière. Aussi, l'ombre portée laisse-t-elle voir son support, sa matière, sa texture. Et l'ombre projetée sur le sol se laisse envahir par la lumière alentour et lui donne finalement une transparence. Elle laisse voir l'état du sol, sa nature, l'herbe ou les cailloux, avec des ombres secondaires à l'intérieur de cette ombre. Voyons cette œuvre de John Hilliard, une œuvre conceptuelle des années 1970 qui parle précisément de ce sujet en juxtaposant la même vue à gauche et à droite, la même vue en deux temps d'exposition différents, l'un où la lumière intense ne contient pas d'ombre, l'autre où l'ombre ne contient aucune lumière. Mais ce dosage de visibilité n'est dû qu'à un seul paramètre, strictement photographique, le temps d'exposition. Et n'oublions pas que ces modalités d'action par le temps de pose, le temps d'exposition, sont constamment appliquées dans le processus photographique pour chaque tirage photographique à partir d'un même négatif. À partir d'un seul négatif, on peut obtenir une quantité de dosages différents des ombres relativement aux lumières, ou à partir d'un seul fichier numérique. Il suffit d'un clic maintenant pour noircir ou éclaircir une ombre, puisque vous le faites certainement très souvent. L'ombre est une opacité variable et modulable par toute la chaîne du processus photographique. Mais elle était autant modulable au temps de l'argentique qu'au temps du numérique. Autant dire qu'elle dépend de la prise de vue autant que des interventions ultérieures. L'ombre est une notion très relative, relative à la quantité de lumière qui l'entoure ou qu'elle enserre. La photographie n'est jamais constituée de l'éclairage solaire diurne. Elle s'est ingéniée à remédier aux impossibilités à partir de l'ombre totale. La nuit, le souterrain, pour faire surgir des objets dans une lumière apportée tout exprès.
puisqu'un faible rayon de lumière peut faire photographie dans l'ombre si on lui laisse le temps d'agir, comme par exemple cette tombe égyptienne à la fin du XIXe siècle où l'on apporte une source de lumière suffisante en dirigeant l'éclairage par un miroir vers le fond du couloir. Ou cette expérience précoce de Nadar, menée en 1863, je dis bien 1863, dans les égouts de Paris, où il amène pour la première fois les premières lumières électriques dans l'obscurité totale, afin de faire des photographies. Ou encore le sculpteur Antoine Bourdelle, qui photographie des entassements de sculptures, de ces sculptures, dans son atelier, la nuit, en y apportant une lumière précaire par des lampes à pétrole. Que voyons-nous dans l'ombre? Nous y voyons de l'espace lumineux, celui qui nous est familier par la vision naturelle, de l'espace avec une source lumineuse unique, orientée, le Soleil en est le prototype et la référence, qui donne une orientation subséquente aux ombres. L'espace photographique est orienté non par les points cardinaux, mais par la direction des rayons lumineux de la source principale. Et dans cet espace, nous voyons ou nous assignons une place au photographe, à la direction de la prise de vue, orientée elle aussi dans cet espace. Et c'est bien sûr le photographe qui joue de cette direction pour produire des effets, car c'est un paramètre qu'en général, il peut déterminer. Ou bien, il peut refuser d'en jouer, parce qu'il est focalisé sur son sujet, ombre ou pas, et il ne peut pas imaginer que l'ombre pourrait occulter son sujet. Remarquons à ce niveau que l'œil a une propriété d'ajustement, comme nous le montrait ce matin M. Casati, par le diaphragme pour voir dans la lumière ou dans l'ombre, alors que la surface sensible n'a qu'un seul paramètre de sensibilité. Le dosage de l'ombre dans une photographie n'est pas conforme à notre sensation oculaire. L'espace lumière de la photographie est enregistré photographiquement avec toutes les données permettant de restituer la situation spatiale du photographe par rapport aux rayons solaires qui orientent cet espace, et même parfois d'imaginer approximativement le moment de la journée auquel on se réfère par la longueur des ombres. Comme pour ces pyramides en vue aérienne, l'ombre est un indice métrique qui pourrait permettre du reste d'évaluer géométriquement la hauteur de chaque pyramide. La restitution mentale et l'agrégation de ces données est une des spécificités attachées à la photographie. Mais il arrive aussi que l'œuvre photographique consiste à brouiller les pistes, à ne pas donner suffisamment d'indices pour que la photographie soit interprétable en termes d'objets, de lieux, d'éclairage. Et c'est dans ce maintien de l'incertitude, du vacillement prolongé de la vision, qu'il y a œuvre photographique, en particulier à certains moments de l'histoire de l'art photographique, comme ici le début du XXe siècle, les années 1910-1920. Que voyons-nous dans l'ombre? Dans une strate plus élaborée, nous pouvons dire que l'ombre dévoile ce qui n'apparaît pas dans l'image, quelque chose dont elle est la seule attestation indicielle. Elle révèle les présences du hors-champ, projeté dans le champ par la lumière, à commencer par le photographe lui-même qui se piège en se plaçant le dos à la source.
Cela est en général fortuit chez les amateurs. Ici, nous pouvons savoir qu'il s'agit, très rarement, événement très rare à cette époque, c'est le début du XXe siècle, il s'agit d'une femme faisant en outre de la photographie panoramique. Mais c'est une exploitation volontaire chez les professionnels, destinée à susciter l'interrogation, le doute sur les circonstances de la photographie. Comment c'est fait, en quelque sorte? Voici l'œuvre d'un grand professionnel, André Kertész, un artiste, photographe même. Le professionnel qui a la source de lumière derrière lui va en faire le motif de sa photographie et jouer volontairement de cette circonstance, comme André Kertész. Le même André Kertész a basé en 1927 son autoportrait magistral. Il est vrai qu'il est un adepte résolu de l'autoportrait, a basé son autoportrait de 1927 sur cet effet d'ombre de profil, en écho peut-être à la légende de Dibutadès qu'on évoquait ce matin, de l'origine de la peinture. Mais en y incluant dans cet autoportrait de profil, en silhouette, en ombre, en y incluant le responsable de cette autodépiction, de cette autoportraiture, sans intervention extérieure, sans délinéation, comme on pourrait dire, car c'est le dispositif lumière photographique qui assume tout. Son amie Germaine Krull, la même année, exécute de nombreuses photographies avec ombre, en plaçant volontairement sa toute nouvelle lampe électrique qu'elle vient d'acheter pour provoquer cet effet expérimental, avec le portrait, par exemple, de l'écrivain allemand Rudolf Leonhard, ou avec cette mise en scène de l'actrice Berthe Bovy dans la pièce de théâtre La Voix humaine de Jean Cocteau en 1930, dont il faut rappeler que cette pièce de théâtre était un tour de force qui avait fait sensation, car elle ne comportait qu'une seule actrice parlant au téléphone pendant 3/4 d'heure. Il nous faut préciser à ce sujet ce qu'est le hors-champ en photographie, car c'est là encore une particularité. C'est le dispositif photographique, la chambre noire, qui l'impose par ses paramètres optiques et physiques et par la disposition de la surface sensible à l'intérieur de ce dispositif. On manifeste communément cet impératif technique de hors-champ par le terme de cadrage. C'est bien le cadrage, en ce qu'il a d'exclusif, de volontaire, qui définit le hors-champ. Alfred Stieglitz produit en 1902 cet autoportrait, avec un ami à côté de lui, en photographe, qui nous laisse toutefois dans l'incertitude. Je signale qu'il est reproduit dans le livre de M. Stoichita. En déséquilibre de perception, parce qu'en fait, nous ne nous expliquons pas vraiment la contradiction entre les ombres et les lumières, qui ne peuvent en principe être produites ici par la même source solaire. Nous ne nous expliquons pas non plus la nature du sol sur laquelle a lieu la projection, et cette sorte de transparence qui l'anime, donnant à voir du mi-sombre, mi-clair, indéterminé. La clé de cette énigme perceptive, pour nous, qui nous met un peu dans l'embarras, la clé se trouve dans un deuxième cliché que Stieglitz a fait au même moment, mais qu'il a délaissé. Mais ce cliché nous permet de comprendre que nous sommes en fait au bord de l'eau, car nous voyons ici le bateau, et nous nous expliquons ici les ombres. Mais évidemment, en grand photographe qu'il est, il a choisi le cliché embarrassant, le cliché qui suggère quelque chose au-delà de la simple image instantanée. Ici, nous comprenons le système des ombres et des lumières parce que le champ est plus large et comporte des indices spatiaux
directionnelle que nous n'avons pas dans la photographie qu'il a conservée et qui se trouve maintenant dans sa collection à Washington. Le hors-champ qui donne lieu à une ombre peut être difficile à interpréter parfois, en raison des circonstances inhabituelles de la prise de vue, et peut-être aussi du sujet un peu inhabituel, tel ce Zeppelin au-dessus d'une plage qui mêle son ombre, l'ombre du Zeppelin, aux effets lumineux des vagues. Il se peut encore que le cadrage qui délimite le hors-champ ne soit pas originel. Le photographe dispose en effet du recadrage, la coupe qui intervient volontairement, ultérieurement, et supprime certaines présences dans le champ. C'est encore André Kertész, grand adepte du recadrage dans un grand nombre de ses photographies, que je convoque ici. Avec cette photographie qui oblige à une petite restitution mentale qui en fait tout l'intérêt et tout le sel. Alors que le négatif original contenait, lui, tous les indices de compréhension dans le champ. D'une prise de vue intéressante, sans plus, mais prévisionnelle, André Kertész fait, par le recadrage, une photographie que Roland Barthes pouvait qualifier, je cite, de photographie pensive, une photographie qui donne à penser. C'est ce qu'il écrivait à propos d'André Kertész dans La Chambre claire. Arrêtons-nous plus longuement à André Kertész, qui a été toute sa vie le grand maître, le stratège de l'ombre, et qui aime à explorer toutes les modalités de révélation et d'occultation par l'ombre. Une photographie ici très précoce du couple d'amoureux, lui-même et sa future femme Élisabeth, au tout début de sa carrière en Hongrie. Ce portrait éloquent de son ami marionnettiste Géza Blattner, qui ne dit avec ses ombres que l'essentiel, qui fait le portrait à la puissance 2 du marionnettiste, car il dit en même temps qu'il est marionnettiste et que la marionnette qu'il professe fonctionne sur le système de l'ombre. André Kertész part d'un effet graphique de construction de l'image et de déconstruction de la vision naturelle, par le cadrage serré précisément et par le recadrage, le surcadrage même, avec sa célèbre fourchette de 1928 et son redoublement à l'identique, l'objet et son ombre identiques, presque interchangeables. La charrette que nous devons absolument reconstituer mentalement pour savoir dans quel espace nous nous trouvons. Le brouillage des grilles avec les escaliers, tout cela, 1926, 27, 28, à Paris, lors de ses débuts de grand photographe. André Kertész nous oriente d'abord vers le dédoublement du sujet, présent-absent, comme pour manifester que son sujet est vrai dans le dédoublement d'éléments partiels. Les mains et lunettes de Paul Arma, hongrois comme lui, et que cela suffit au portrait par élision, par suggestion. Toujours André Kertész, le peintre de l'ombre, dont il a fait plusieurs clichés qui montrent qu'il avait beaucoup d'intérêt pour ce sujet qu'il avait évidemment rencontré par hasard dans la rue, joue non seulement du dédoublement interchangeable entre le sujet et son ombre, mais il porte une interrogation sur la nature de la photographie
en regard de la peinture, même si c'est la peinture en bâtiment, c'est de la peinture, puisque le peintre semble peindre son ombre et en être l'auteur, un concurrent de la lumière, portant l'ombre sur son pinceau. André Cartès dérive progressivement vers des formules plus interrogatives, qui toutes introduisent une réflexion sur la vérité photographique, doublée parfois d'un sentiment d'inquiétude évoqué par l'ombre. L'ombre est bien une projection à double sens. C'est une projection lumineuse et graphique, mais c'est aussi une projection mentale et émotive de la part du regardeur, car c'est le regardeur qui endosse cette qualification expressive de l'ombre. C'est le regardeur qui lui donne un sens. C'est le regardeur qui s'imagine acteur de la scène au sein de cette humanité surplombée, réellement et symboliquement, par cette ombre, par cette chose qui ne se manifeste que dans l'ombre, et inquiété par cette chose. Cartès joue tour à tour de l'espièglerie et du soupçon, de l'ironie et de l'inquiétude, du vrai et du faux, en exploitant cette malléabilité du statut de l'ombre, trace lumineuse du réel et réalité plus réelle encore à nos yeux que son origine matérielle. Cartès développe une véritable stratégie de l'ombre qu'il traque aussi bien à Budapest jusqu'en 1925, à Paris de 1925 à 1936, puis à New York, et enfin à Paris à la fin de sa vie. C'est sa préoccupation constante, associée aux circonstances de sa vie, comme si, à l'instar de William Henry Fox Talbot, toute la photographie était pour lui sciagraphie, écriture de l'ombre. Jusqu'à ce portrait d'ombre de la Martinique en 1972, il a 78 ans, qui laisse penser qu'il pourrait s'agir de lui, alors que c'est un inconnu. Mais nous projetons nous-mêmes l'intention sous-jacente du photographe dans sa vieillesse, dans l'effacement de son corps, l'effacement de sa vie. Plus tard encore, il a maintenant 86 ans, il est revenu temporairement vivre à Paris. Les pigeons de Paris se mêlent avec les feuilles, les détritus et leurs propres ombres dans un ballet indéterminé dans lequel il est difficile de se repérer, un ballet de forme inquiétante. Inquiétante est toute photo où l'ombre prend le dessus, laissant à la lumière restreinte le soin de quelques révélations essentielles. Ce couple qui s'autophotographie dans son lit n'a sans doute pas remarqué le battant de la fenêtre qui masque leur visage, ni la découpe de lumière qui fait ressortir symboliquement le bibelot des deux enfants dans la même position que leur propre visage. L'ombre occulte, mais cette occultation sélectionne, rehausse ce qui passerait inaperçu. Elle oblige à regarder, à scruter ce qui pourrait rester caché, car le regardeur soupçonne l'ombre de lui cacher quelque chose de la réalité. L'ombre prend valeur négative, elle est signe d'angoisse, de négation ou même de danger. L'ombre est une projection imaginaire de la peur, une présence maléfique
dont la symbolique est attachée à la nuit et à toute obscurité. Cette photographie d'amateur serait très banale et non signifiante sans cette ombre qui semble barrer la route des deux hommes et donner un autre sens à leur course, d'autant que l'un d'eux semble se retourner sur la forme qu'il découvre à côté de lui. Mais bien sûr, c'est le regardeur qui projette sa propre angoisse. Dans l'ombre, nous voyons ce qui n'y est pas, nous voyons ce que nous y mettons et ce que nous voulons y voir. Revenons pour finir encore à André Cartès, avec cette œuvre photographique. Plus qu'une photographie à la volée, c'est une photographie pensée, une photographie de la fin de sa vie, en 1980, à Paris. Il a 86 ans. 2 ans après la disparition de sa femme Élisabeth, avec laquelle il avait vécu autrefois à Paris. Nous y retrouvons l'ombre du couple absent, projection du passé de ce couple sur le sol du présent, associé à 2 plots identiques, dont l'un est debout et l'autre allongé, déchu, comme mort, recouvert par l'ombre de celui qui est debout. L'ombre est bien davantage le support de nos inquiétudes que de nos espoirs. Je terminerai pourtant avec une photographie à la fois sombre et réjouissante, sombre au sens propre, mais assez réjouissante dans son sujet, une photographie d'amateur sans grande importance, ni documentaire, ni artistique, mais une vraie et pleine photo, ou tout simplement une photo, ce qui distingue toute photo d'autres représentations, qui montre de quoi l'ombre photographique est capable en termes d'évocation et de quoi nous sommes capables si nous persistons à vouloir la comprendre. Car l'ombre en photographie est aussi l'indice d'une réalité, je dirais même d'une vérité qu'il faut savoir déceler. Du point de vue des critères de la photographie canonique, celle-ci serait complètement ratée. Mais du point de vue strictement photographique, enregistrement de lumière et d'ombre, elle est parfaite à mes yeux. Dans ce fouillis apparent, si vous êtes de bonne volonté et que vous regardez bien, parce que les photographies, il faut les regarder un certain temps tout de même pour les comprendre, vous verrez apparaître sur un coussin, dans un large fauteuil d'osier, un bébé dans sa parure blanche qui sourit, tourné vers la personne qui lui tend les bras sur la droite. Le visage du bébé qui est tourné, voici ses yeux, sa bouche, tourné vers une personne qui lui tend les bras, mais dont nous ne voyons que l'ombre. C'est une pure photographie d'un instant de vie, d'un instant de lumière, d'un instant de feuillage. Les uns et les autres ne manifestant leur présence que par l'ombre, puisque c'est un arbre qui se trouve devant, hors champ, qui produit ce brouillage complet de l'image par l'ombre des feuilles. Mais ils sont bien là, le bébé, la personne, son père ou sa mère, les arbres,
et le soleil. Bien présents, puisqu'ils sont photographiés, c'est-à-dire transcrits par la lumière, mais sous leur forme d'ombre. Je vous remercie.